on est à une période où il ne faut pas hésiter à être audacieux. Entrepreneur, auteur et conférencier, Laurent Moisson est mon invité cette semaine. La vie, c'est chaotique et parfois on n'est pas toujours fier de soi. On fait notre mieux. Parfois on s'égare. Après des études d'histoire, Laurent a choisi de bifurquer. Passionné par les transitions humaines et sociétales, il a choisi l'entrepreneuriat pour réaliser sa vision dans le monde réel. Il a notamment fondé le média Les Déviations, qui part à la rencontre des gens qui ont changé de vie, et les Forces françaises de l'industrie, un mouvement qui milite pour le retour à une industrie française 2.0. Doté d'une grande curiosité intellectuelle, Laurent nous aide à prendre un pas de recul sur notre époque grâce à l'histoire et à son expérience du terrain. Personne, il y a 200 ans, et a fortiori dans les 3000 dernières années, n'aurait pu imaginer que l'humanité allait vivre, en tout cas qu'en France, on allait vivre aussi confortablement, aussi bien, aussi longtemps. L'argent fait-il le bonheur? D'où vient la perte de sens moderne? Quelles sont les conséquences de la révolution Internet sur l'humanité? Autant de sujets que l'on aborde dans l'épisode. Les gens ont tendance à dire « ouais, il faut trouver le bonheur en soi ». Non, allez le chercher dans l'interaction avec les autres. Je suis ravi de vous inviter à joindre ma conversation avec Laurent Moisson. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous dire que j'envoie 2 fois par mois une newsletter qui récapitule 3 enseignements de sagesse à retenir de chaque épisode pour que vous n'ayez pas besoin de prendre des notes. Je vous mets le lien en description. Bonne écoute. Salut Laurent. Salut Elliot. Bienvenue sur Sagesse Moderne, le podcast qui part à la rencontre des philosophes et explorateurs de la quête de sens à notre époque. On va parler un petit peu de tous ces sujets-là de fond pour essayer de comprendre un peu mieux comment on peut trouver sa place dans ce monde qui est si complexe. Et donc d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de t'accueillir. D'abord, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Écoute, toujours beaucoup de sujets, beaucoup de travail. Et donc un petit peu de fatigue, mais c'est une bonne fatigue. Ouais, je crois que c'est un peu ce qui te drive aussi au quotidien. Bah justement, on va essayer de revenir un peu sur ton parcours. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Oui. Alors donc je suis Laurent Moisson, je viens d'avoir 50 ans, mon Dieu. Ce qui fait de moi un mâle blanc de plus de 50 ans, techniquement. Hétérosexuel en plus. Alors, donc, j'ai 50 ans, j'ai 4 enfants, je suis marié. Je suis entrepreneur depuis maintenant des années. J'ai alterné, on va dire, les statuts. J'ai commencé par être employé 1 an, puis j'étais entrepreneur. Puis je me suis associé dans une entreprise où j'ai eu un CDI, puis après j'ai plus eu de CDI tout en étant entrepreneur. Enfin, ça a changé un petit peu, j'allais dire mon statut changeait, mais ce qui n'a pas changé, c'est le fait que je souhaite, que je sois dirigeant d'entreprise et que je souhaite imprimer un peu ma marque dans les entreprises dans lesquelles j'ai été impliqué. Autre élément important, moi, je suis un passionné d'histoire, je m'intéresse beaucoup aussi aux sciences humaines en général, à la science de façon même encore plus globale, puisque il n'y a pas que les sciences humaines, les sciences dures m'intéressent aussi. Et donc j'ai fait des études assez poussées en histoire, ce qui a fait que, on va dire que j'ai une vision de notre époque qui est nourrie par l'expérience des époques précédentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je regarde quelque chose de notre temps, j'ai ce réflexe de dire comment c'était avant, quoi. Voilà, et que te dire de plus pour me présenter non, j'ai un certain nombre de centres d'intérêt, dont un qui est le Made in France, l'industrie française, l'entrepreneuriat français. C'est-à-dire que j'ai un petit côté patriote quand même. J'apprécie ce qui fait la culture française, son ouverture, sa richesse, mais aussi un certain nombre de points qui la caractérisent autour de la gastronomie, autour d'un certain nombre de secteurs économiques qui sont considérés à l'international comme des points forts, des savoir-faire d'excellence, voire d'exception. Donc j'ai beaucoup de respect et je m'intéresse beaucoup à ce que font tous les gens qui travaillent dans ces secteurs, surtout à ceux qui travaillent de leurs mains. Voilà, c'est quelque chose, n'étant moi pas vraiment un travailleur manuel, j'aimerais bien, en tout cas je considère que ce que font les gens qui travaillent de leurs mains, alors surtout dans ces secteurs, mais j'allais dire dans tous les autres, je trouve que, puisqu'on va parler de sens, j'ai l'impression, je trouve que ces métiers font beaucoup de sens, ont beaucoup de sens, et notamment un sens premier qui est celui de l'utilité.
C'est-à-dire qu'on peut mesurer de façon extrêmement précise, constater ce qu'on a fait et ce à quoi on a servi, ce qui est quelque chose d'important, j'allais dire, pour tout individu. Complètement. Et donc, toi, on va revenir un peu sur ton enfance. Quel genre d'enfant étais-tu? Alors moi, j'étais un enfant avec énormément d'énergie, à tel point que j'en avais trop. Donc j'ai eu une enfance où j'étais moi aussi enfant d'une fratrie assez importante, hein, puisque mes parents ont eu 4 enfants, dont moi. Donc je me suis beaucoup dépensé dans le sport. J'étais assez studieux, on va dire, jusqu'en seconde, jusqu'à ce que je me lance dans le sport en compétition, et puis que là je perde un peu la boussole et que j'allais dire je m'investisse plus dans le sport que dans les études, mais jusqu'à ce moment-là j'étais très bon élève. Dans un milieu relativement aisé, hein, puisque mon père était médecin. Alors c'était pas non plus la richesse et l'opulence, mais en tout cas on n'a jamais eu de problème d'argent. Je partais en vacances et j'ai jamais eu en tout cas de sentiment de pénurie où j'ai pu faire des études que je souhaitais. Bon, d'un autre côté, elles n'étaient pas très chères puisque j'ai fait la fac. Mais en tout cas, voilà, je viens de ce milieu-là. Un milieu qui paradoxalement était finalement où il y avait peu d'entrepreneurs. Donc peut-être ça a sauté une ou deux générations, mais en tout cas, j'avais pas tellement, comme on dit aujourd'hui, de rôle modèle ou d'inspiration forte, en tout cas dans mon enfance. Mais j'étais très intéressé alors d'ailleurs plus par la politique, je dirais, que par l'économie et par l'entreprise. Beaucoup par l'histoire. En fait, je suis arrivé à la politique par l'histoire. J'étais passionné d'histoire, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait dans les périodes précédentes, et donc forcément au grand système de gouvernance, ou en tout cas d'exercice du pouvoir qu'il y a pu avoir dans l'Ancien Régime, dans l'Antiquité, ailleurs dans le monde, la République, la Révolution, tout ça. Et je pense que ça m'a donné cette culture politique qui a fait de moi, très très tôt, un enfant curieux de ce qui se passait dans notre société actuelle, contemporaine. Et j'ai eu très tôt un avis politique, j'adorais avoir des débats avec mes aînés, que ce soit mes oncles, mes grands-pères, mes cousins, parce que en fait, du côté de ma mère, j'ai énormément de cousins, puisque ma mère est fille d'une famille de 7, puisqu'à l'époque, en Auvergne en tout cas, on faisait beaucoup d'enfants. Et donc il y avait cette richesse avec des avis très différents, hein, puisqu'il y avait un spectre politique chez moi qui était extrêmement vaste. Et ça m'a donné le goût du débat, une certaine curiosité intellectuelle. Finalement, ça a façonné un esprit critique et une certaine éloquence. Voilà. Okay. Donc voilà ce que j'étais comme enfant. Que te dire de plus? Enfin, je reviens sur l'élément, sur l'énergie. Ça a été pour moi un problème. Enfin, okay. Voilà, j'étais à la limite de l'hyperactivité. Bon, à l'époque, on n'allait pas tellement diagnostiquer toutes ces choses-là, mais ça pouvait poser des problèmes de concentration, de surréaction. J'ai jamais été très très bagarreur, mais quand ça arrivait, c'était pas beau à voir, et donc en fait je me faisais peur à moi-même. Donc voilà, donc j'ai eu ça à gérer quand même. Alors en vieillissant, j'allais dire, j'ai gardé beaucoup d'énergie, mais j'arrive maintenant à la canaliser. Okay. Et justement, tu avais cette curiosité intellectuelle, etc. Comment tu as fait tes choix d'orientation? Parce que tu étais parti sur des études d'histoire. Oui. Et finalement, tu n'as pas enchaîné sur un métier forcément lié à l'histoire directement. Tu es parti sur autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé d'abord, c'est que j'ai opéré une déviation. Moi, j'étais parti pour être journaliste, hein, toujours dans la fibre que je viens de te décrire, c'est-à-dire
un intérêt très marqué pour, pour l'actualité et puis pour l'actualité politique notamment. Et à l'époque, pour être journaliste, il fallait faire 2 ans de fac et ensuite passer les concours. Et donc, moi, je me suis dit, bon, finalement, je suis passionné d'histoire, je vais faire de l'histoire, c'est très bien pour faire du journalisme. Et puis, en fait, j'ai un peu oublié de bifurquer, parce que, rentrant dans ces études-là, je me suis intéressé pour un certain nombre de sujets. J'ai fait aussi des stages dans la presse et j'ai pas été super conquis en fait je m'en faisais tout un monde et quand j'ai vu certains comportements journalistiques, je me suis dit bon, c'est pas très sérieux quoi. C'est qu'on voyait des gens qui arrivaient, qui traitaient des sujets quand même avec un impact sur l'opinion qui était assez important, qui les traitaient assez rapidement, alors avec du talent, hein, c'est-à-dire une certaine éloquence. C'était crédible, mais c'était pas vraiment beaucoup travaillé. Et donc il y a eu, je trouve, il y avait de la légèreté, parfois même un biais idéologique que je trouvais regrettable. Et donc je me suis pas retrouvé là-dedans et je me suis dit ok, je vais poursuivre mes études d'histoire parce que ça me plaît. Ouais. Et en fait, avec pour ambition d'être entrepreneur, donc j'avais pas tellement cette question de dire il faut que j'apprenne un métier pour ensuite trouver un job. Parce que je me disais de toute façon je vais créer ma boîte. Okay. Donc j'ai pas eu cette réflexion tout de suite et puis je l'ai eu plus tard parce qu'effectivement il a fallu, à l'époque il y avait encore le service militaire avec la coopération. Donc il fallait bien que je trouve quelqu'un pour m'embaucher pour ça et donc avoir un CV un peu crédible. Voilà. Donc là je me suis posé les questions de qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc après j'ai terminé ça avec un master de marketing, ce qui m'a, on va dire, colorié un peu mon CV de façon un peu plus acceptable pour une entreprise privée qui aurait pu se dire mais c'est qui ce type qui a fait de la recherche en histoire, quel rapport avec ce que je vais lui demander. Et du coup tu étais entrepreneur depuis 25 ans si je ne dis pas de bêtises, tu as monté plein de projets, une agence de com, un média, un véhicule d'investissement, tu as aussi donné des cours à Sciences Po, tu as écrit des livres, tu donnes des conférences, ça fait beaucoup de choses. Comment tu choisis tes projets ? Alors, comment je les choisis ? D'abord, la plupart des projets, entre guillemets, viennent à moi. Soit parce que... Enfin, en tout cas, des opportunités. Je ne dirais pas des projets. Les projets, c'est des choses que j'ai en moi, que je vais façonner, mais que je vais façonner pièce après pièce, et en partant généralement de la pièce la plus proche de moi. C'est-à-dire que j'ai un grand dessin, je n'ai pas nécessairement le chemin très clair pour y aller, je sais où je veux aller, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, ni par quel chemin je vais aller, est-ce qu'il va y avoir des grands tournants, des obstacles à contourner, des périodes de marécage où je vais piétiner ou je ne sais quoi, mais je vois quelque chose, c'est très intuitif, pas nécessairement très précis, mais je me suis rendu compte en prenant de l'âge que j'avais une certaine capacité à capter un peu l'air du temps et quelle serait la prochaine étape. Ce qui m'a amené d'ailleurs à parfois entreprendre des projets un peu tôt, hein, c'est-à-dire ça m'est arrivé d'avoir raison trop tôt, et donc d'être trop tôt sur un marché, de m'épuiser à essayer de l'éduquer, et puis voir, quand moi j'en pouvais plus, quelqu'un qui arrivait 3 ans après et puis qui remportait la mise. Voilà. Donc ça m'est arrivé, d'ailleurs je pense que ma première entreprise c'était vraiment complètement ça. Et voilà, donc les projets, j'en ai plein, j'en ai toujours trop. Et il y en a que je ne ferai jamais, mais il y en a que j'ai en moi, et quand je vois l'opportunité qui se présente, je me dis ok, c'est le moment de se lancer dans ce projet-là. Donc à ce moment-là, je le fais. Généralement, je sous-estime le temps que ça prend et l'investissement que ça demande. C'est quelque chose d'assez pathologique chez moi.
Voilà. Ce qui fait que je me retrouve à bosser beaucoup plus que prévu, à galérer au début parce que voilà, j'aurais dû lever plus d'argent, j'aurais dû en mettre plus, bon. Mais comme je suis quelqu'un de très tenace, je finis par m'en sortir et j'arrive à faire ce que je voulais, toujours avec un peu de retard, mais globalement ça marche. Ok. Et du coup, c'est quoi est-ce que c'est quoi à peu près ce cap où tu vas aller à peu près, c'est quoi ta vision que tu veux porter à terme? Est-ce que tu veux nous en parler? Alors à terme, moi je crois profondément dans la capacité des modèles entrepreneuriaux, de l'entreprise au sens large, à sa capacité à transformer la société. Je pense que l'ère des États est derrière nous. Il y a eu une période historique où, par les États, c'est-à-dire par ces structures communes, alors démocratiques ou pas, hein, parce que État ne veut pas dire démocratie, mais en tout cas, voilà, il y avait des systèmes de gouvernance qui permettaient d'apporter des transformations extrêmement efficaces, profondes de la société pour le mieux. Aujourd'hui, les États, en tout cas dans les démocraties, sont devenus des espèces de fournisseurs de clients capricieux que nous sommes, nous les électeurs. Et en fait, avec nos petites lubies, nos petits égoïsmes, nos volontés d'être représentés pour tout, etc., on les a vachement alourdis. Donc aujourd'hui, la gouvernance, la capacité d'un État à prendre une décision rapide et à tenir un cap pendant longtemps, en tout cas en démocratie, c'est pas très évident. Donc c'est pas pour ça qu'on ne peut plus rien faire avec un État, mais je pense qu'aujourd'hui, via l'entreprise, on peut très rapidement expérimenter quelque chose. Et ensuite, bon, pas toutes les entreprises, puisque je ne suis pas Microsoft, hein, je ne suis pas Elon Musk, je ne suis pas je sais pas quelle grande entreprise, mais on va dire qu'à mon échelle d'entrepreneur, je peux implémenter des modifications immédiates dans mon entreprise. Et ensuite, j'ai une capacité à les promouvoir via, j'allais dire, ma capacité d'influence ou celle de mon entreprise, via des budgets de communication ou ce genre de choses. Et ça, je peux le faire immédiatement. Et si ça fonctionne, alors ma capacité de conviction sur ce qui fonctionne va grandir très vite. Soit par capillarité, c'est-à-dire d'autres qui disent « Ah bah tiens, il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire, moi je fais pareil ». Donc en fait, on va convertir un certain nombre de personnes à ça. Soit parce que ton entreprise, en fait, comme elle a du succès, eh ben, son modèle fait qu'elle grossit, qu'elle a de plus en plus de clients, de plus en plus de poids, de plus en plus d'impact, et qu'elle peut changer les choses. Voilà. Donc moi je considère que c'est intéressant de se dire, si demain, moi j'ai une valeur éthique qui est importante, pour moi, à mes yeux, je peux l'implémenter immédiatement dans mon entreprise. Et ça, voilà, je me couche un soir avec cette idée, je me réveille le lendemain avec une conviction, et 3 heures après, je la mets en œuvre. Voilà. Ça, c'est l'entreprise. L'État, c'est plus compliqué, il faut avoir un consensus, il y a des freins, il y a une administration, il y a plein de choses comme ça. Voilà. Bon. Donc, je crois aujourd'hui que quelqu'un qui invente... ChatGPT est arrivé, c'est pas vraiment complètement une entreprise, puisque c'était normalement à but non lucratif. Bon, ils ont changé d'avis, j'ai l'impression. Mais au début, c'était ça. Enfin, en tout cas, c'est un groupement humain, finalement, en termes de nombre de personnes assez étriqué. Hein. C'est un petit groupe qui a décidé quelque chose, qui a levé énormément d'argent pour le faire, et qui, en quelques semaines, s'est répandu à la vitesse de la lumière au sein de l'humanité et va changer très profondément beaucoup de choses au sein de l'humanité. Mais c'est pareil pour l'invention du smartphone, du chemin de fer, de l'avion, de je ne sais quoi, et de la valise à roulettes, qui est très importante aussi dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc voilà, donc ça je crois que c'est un moyen, en tout cas, de structurer, enfin de sédimenter du génie humain et d'y mettre une puissance qui est souvent la puissance de l'argent,
qui va pouvoir modifier beaucoup de choses et très vite. Voilà. Donc ça, c'est ma conviction. Après, je crois en un type d'entreprise qu'on peut qualifier d'éthique. C'est-à-dire, je ne veux pas dire c'est bien contre le mal ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ce sont des entreprises qui vont se structurer autour d'un message, d'une valeur qui fait sens. Je ne pense pas aujourd'hui, enfin il y a encore des entreprises qui vont vendre des trucs parce qu'on en a besoin. Bon ben voilà, moi j'ai besoin d'eau chez moi, je vais chez un fournisseur d'eau, je ne suis pas certain que je vais regarder sa charte déontologique ou je ne sais pas quoi. Enfin bon voilà, on compare les prix, on regarde le service. Bon, pourquoi pas? Enfin quoique, en plus quand je dis ça, c'est pas complètement vrai parce que toutes les grandes entreprises, notamment celles que je viens de citer, font attention à leur impact sur la société. Mais donc je pense que de plus en plus, on va avoir comme ça une charge un petit peu morale autour d'intérêts financiers. Donc ça, j'y crois beaucoup et je pense que quand on organise une entreprise autour de ces éléments-là, d'éléments de sens, d'éléments moraux, on a intérêt à les doter d'une personnalité et d'une capacité à influencer. Donc moi, je crois en ces systèmes basés sur l'influence, sur un exercice du pouvoir très efficace, un exercice une capacité de conviction très forte, très spontanée, c'est-à-dire réfléchi depuis le début, avant même de se dire le produit, le machin, c'est vraiment de travailler sur la communauté, sur le sens, sur le message. Et de ça, on en tire quelque chose qui est vendable, un produit, un service ou quelque chose qui va donner un aspect tangible à cette valeur. Voilà. Donc moi je crois dans ces systèmes-là et c'est d'ailleurs ce que j'expérimente maintenant depuis plusieurs années avec les entreprises que j'ai créées qui sont complètement autour de ça et ce qui m'a valu d'essuyer un peu les plâtres parce que j'avais des idées assez théoriques sur le sujet mais qui finalement se révèlent être assez efficaces. Ok. Et justement du coup tout ça implique vraiment cette question comme tu dis du sens. Pourquoi, c'est une question un peu plus large et qui demande un peu une prise de recul justement avec ta perspective historique. Déjà, qu'est-ce que la quête de sens et pourquoi on en entend tant parler aujourd'hui? Alors la quête de sens, tout est dit dans le titre, cher ami. Quand tu pars en quête, c'est que tu ne l'as pas. Sinon, tu prends le sens, tu es dedans, tu es bien, tu as compris, et puis tu ne vas plus te mettre en quête. Donc, c'est une démarche qui est complètement inhérente à l'humanité, à l'être humain. On a fondamentalement besoin de donner un sens à ce qu'on est, à ce qu'on fait et à notre existence, même quand il n'y en a pas. Donc je pense que ça fait partie des biais du cerveau. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un biais qui soit la quête de sens, mais cette obsession de chercher derrière tout fait, de chercher une cause. Derrière chaque conséquence, on va se dire, il y a une cause quelque part, ça doit être relié logiquement. Bon. En ça, on sous-estime complètement le hasard. Mais on préfère les théories du complot, la religion, le machin, qui vont nous donner finalement une vision de l'univers assez claire, souvent manichéenne, c'est-à-dire qu'il y a les gentils et les méchants, et puis les gentils c'est nous et les méchants c'est les autres. Mais on a ça en nous. Et je ne sais pas si on l'a en nous parce qu'on l'a en nous et puis voilà, ou s'il y a une cause. Et s'il y avait une cause à ça, je me dirais que c'est la peur du vide. L'inconnu, le fait de se dire qu'on est là par hasard et que rien n'a de sens, que tout est fortuit, je pense que ça crée des existences un petit peu, soit qu'on n'a rien à faire en se disant, comme rien n'a de cause et de conséquences, autant faire n'importe quoi, ou alors une sorte d'angoisse permanente qui fait que, comme on ne comprend pas le monde, on va être terrorisé et, en se disant, je ne sais pas ce qui va pouvoir me tomber sur le coin de la tête. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est ça qui donne la spiritualité en fait.
La spiritualité, est-ce que c'est la cause de la conséquence? J'en sais rien. Enfin, c'est un élément de spiritualité qui fait qu'on a besoin d'avoir cette vision du monde assez claire, structurée, autour de valeurs et de sens qu'on peut expliquer, enseigner autour de nous, partager avec des gens qui sont autour de nous. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend. Hein. Si toi et moi, on a la même vision du monde, on va pouvoir partager un certain nombre de choses qui vont nous permettre de communiquer. Si on a une vision du monde qui est complètement différente, voire si on n'a pas de vision du monde du tout, on aura peut-être plus de mal à se retrouver sur certains projets ou certaines choses comme ça. Donc l'humanité, hein, l'être humain, en tant qu'animal social, a cette capacité à se retrouver autour de grandes valeurs, de grandes constructions de sens qui vont faire qu'on a pu, je sais pas moi, créer des nations. C'est quoi une nation? C'est une abstraction totale. Qu'est-ce qui fait qu'un Alsacien se sent français et pas allemand? C'est l'histoire, c'est le fruit de tout un tas de trucs, il y a du sens dedans. Qu'est-ce qui fait qu'un Breton se sent plus français que celte, ou l'inverse, etc. Voilà, tout ça, ça repose sur des schémas intellectuels et spirituels, pareil pour les religions, qui vont nous, en tout cas, soit nous guider, soit nous permettre en tout cas, être des appuis, ou des boulets d'ailleurs, dans nos vies. Voilà. Donc ça vient de là. C'était ça ta question? Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, oui, justement, à notre époque, en Occident en tout cas, on a vraiment atteint un niveau de confort global qu'on n'avait jamais atteint dans l'histoire. Même s'il y a des inégalités, etc., on a l'eau chaude, on a l'électricité, on a Internet, on a plein de choses. Et pourtant, on voit que récemment, la santé mentale des Français continue de se dégrader. Pourquoi les gens ne sont pas plus heureux? C'est une question un peu naïve, mais pourquoi? Et comment ça se fait que pourquoi il y a ce paradoxe en fait, qui semble en tout cas vraiment être un paradoxe? Alors c'est un paradoxe parce que l'analyse est fausse. Voilà. Il n'y a pas de corrélation entre le bien-être matériel et le bonheur. Voilà. Et tu peux le constater tous les ans. Hein. Les Français sont tous les ans dans le top 3 ou dans le top 5 des nations les plus angoissées par rapport à leur avenir, les plus pessimistes. Voilà. Et à côté de ça, tu prends ceux qui ont le plus confiance dans l'avenir. Moi, je me rappelle, je dis ça de temps en temps, pas tous les ans, je dois t'avouer. Mais une fois, j'avais été complètement saisi, puisque ceux qui étaient au top, c'était nigérians. Le Nigeria, c'est un pays qui a une très forte croissance, et démographique et économique. Mais au moment où j'ai regardé, c'était vraiment un pays extrêmement pauvre. Bon, ça reste un pays pauvre, mais encore plus à l'époque. Et donc tu te disais que des gens qui habitaient à Lagos, qui était une sorte de bourbier infâme, dans un bidonville, en pleine insécurité, ils croyaient plus dans l'avenir, ils étaient plus heureux, en tout cas ils déclaraient être plus heureux que des Français. Donc une fois que tu as vu ça, tu as tout de suite compris que l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. De toute façon, les philosophes le disent depuis 2000 ans, mais il a fallu qu'on l'expérimente pour ça. Et ça, c'est la grande découverte des systèmes économiques un peu, matérialistes. Hein, pour moi, il y a deux grands systèmes qui se sont tirés la bourre au XXe siècle, qui se sont fait concurrence, que sont, on va dire, l'économie libérale, avec la libre entreprise, et le communisme. Mais les deux avaient la même promesse. La promesse, c'est de dire, pour que vous soyez heureux, on va lutter contre les causes de malheur, que sont la pauvreté, la guerre, la maladie, etc. Donc on va apporter une solution matérielle à la misère, parce que c'est la misère qui vous rend malheureux. C'était ça le sujet. Et donc, en fait, ça a marché matériellement. Bon, l'économie libérale a été beaucoup plus efficace que le communisme pour enrichir les populations, mais il y a eu une élévation du niveau de vie absolument spectaculaire en Occident,
et maintenant dans le reste du monde, hein, ce qui démontre d'ailleurs que ceux qui pensaient que l'Occident s'est enrichi aux dépens du reste du monde, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, le reste du monde s'enrichit encore plus vite, hein, elle rattrape son retard, donc c'est aux dépens de qui? De personne, puisque en fait c'est vertueux, enfin vertueux économiquement, alors aux dépens de la planète, a priori. Mais tout ça, ça démontre que en élevant le niveau de vie, on n'a pas élevé le niveau de bonheur. Donc il y a une décorrélation. Ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, il se trouve que j'ai lancé un média qui s'appelle Les Déviations et qui regarde beaucoup pourquoi les gens changent de vie, quelle quête de sens ils ont, quel cheminement ils font par rapport à ça. On a été interviewé des gens de toute extraction, hein, des gens de classe très populaire, d'origine très modeste, et d'autres, au contraire, qui viennent de familles très aisées. Et ben, je peux vous dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ne sont pas richissimes et sont très heureux, et des gens qui sont très riches et qui sont très malheureux. Donc, l'argent aide, hein, les conditions sociales aident, parce que les grands malheurs, quand ça vous tombe dessus, même quand vous êtes optimiste, c'est quand même des épreuves difficiles, donc ça peut créer du malheur. Mais en dehors de ça, c'est à peu près pareil. Et donc, oui, aujourd'hui, on est dans un monde très complexe. On manque de repères, on se sent parfois un peu esselé, perdu. Il y a pas mal il y a vraiment ce sentiment de perte de sens qui surgit. Quels sont les nouveaux repères au XXIe siècle? Alors, il y en a 1000. Ouais. Je pense que le XXIe siècle est caractérisé par ça. C'est-à-dire que dans des zones géographiques, dans la même zone géographique, il va y avoir une multiplicité de visions du monde. Avant, sur un territoire comme, je sais pas, moi je prends une région, la mienne, l'Auvergne, je pense qu'il y a 150 ans, peut-être pas 150 ans, mais on va dire quelques dizaines d'années, tu étais soit catholique, soit communiste. Il y avait quelques protestants, quelques juifs qui pouvaient avoir une vision un peu différente, mais bon, quand même avec un socle très commun. Mais c'est à peu près ça. Aujourd'hui, tu vas avoir de tout. D'une part, pour avec des gens qui ont des visions du monde qui sont restées autour de ces grandes idéologies ou de ces grandes religions, très monolithiques, mais plein de petites chapelles moralisatrices et moralistes qui sont arrivées. Tu peux avoir une vision qui est très écolo-militante, en étant toi-même, pourquoi pas... alors d'ailleurs, tu peux croire en Dieu ou pas en Dieu, donc ça va encore te ramifier les choses, et tu vas dire, voilà, le sens de mon action doit être de préserver la nature. Tu vas en avoir d'autres qui vont dire, non, moi, mon sujet, c'est la cause animale. Les troisièmes qui vont dire, bah non, moi, aujourd'hui, c'est l'inclusion, je me sens comme ceci ou comme cela. Il y en a d'autres qui vont s'engager pour des peuples à l'autre bout du monde. Donc, tout ça donne des visions du monde extrêmement diverses au sein d'une même communauté. Donc, pour revenir à ta question qui est, voilà, au XXIe siècle, comment ça se passe? D'abord, tu as cette multiplicité. Alors, c'est une chance, dans la mesure où, aujourd'hui, tu as le choix. Demain, tu dis, moi, je suis de telle religion ou de telle autre, ou alors j'ai pas de religion et je suis politiquement engagé sur ceci, sur cela. Peut-être avoir des gens qui vont te dire, ah bah quand même, je suis pas d'accord avec toi, etc. Mais a priori, on va pas te confisquer tes biens, t'exiler, te mettre à mort et te torturer. Tu vois, bon, à une époque, c'était le cas. À une époque, c'était le cas. On va pas te mettre au banc de la société. On peut te juger, mais ce sera un jugement moral. Après, libre à toi de t'en moquer. Voilà. Donc, ça, c'est une chance, on a le choix. Mais c'est aussi une source d'angoisse, puisque le choix a quelque chose d'angoissant. Hein.
On oublie ça, hein, la liberté est angoissante. Il faut que tu choisisses. Et puis, tant que tu n'as pas choisi, tu te fais un petit peu draguer par les différentes chapelles moralisatrices. Certaines essaient de te séduire, d'autres t'engueulent. Voilà. Donc, on est à une époque qui s'engueule beaucoup, où il y a beaucoup de disputes, où il y a beaucoup de clivages, où les gens s'écoutent peu les uns les autres. Alors, ils s'écoutent eux-mêmes beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'ils sont complètement concentrés sur leur nombril, sur moi-je, qui je suis, à qui je ressemble, est-ce que je suis comme ci, comme ça, machin, truc. Bon, ok, super. Mais du coup, plus ils s'écoutent eux-mêmes, moins ils écoutent les autres. Et donc, on a un peu plus de mal à s'écouter et à dialoguer. Mais d'un autre côté, encore une fois, à une époque, peut-être qu'on pouvait plus discuter, mais il y avait tout un tas de sujets qui étaient absolument indiscutables. Il y a encore des pays où, si on critique le dirigeant, si on critique le religieux du coin ou quelque chose comme ça, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on prend un risque physique pour ça. Ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc c'est une chance. En même temps, c'est un peu, ça génère quelques conflits. Moi, je préfère être dans une époque qui est la nôtre, où on a ces désagréments, parfois de se faire prendre à partie parce qu'on a un avis qui est inacceptable pour d'autres. Bon, je préfère ça plutôt que ce qu'il y avait avant. Et comment on fait si on ne veut pas, par exemple, tomber dans des dogmatismes? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des étiquettes un peu comme dont tu en as parlé Alors, on n'est pas obligé. Il y a encore des libres penseurs. Moi, je me considère comme tel. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens que je connais bien et qui ont du mal à me positionner parfois parce que voilà, j'adhère à certaines choses, mais sous réserve d'eux. Et donc, même si j'ai un socle de pensée qui est identifié, j'adhère pas à 100% du modèle. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, on peut être libre penseur, mais là aussi, c'est, je pense, une expérimentation intéressante. Avant, on n'avait pas le choix. Donc, on pouvait se dire, si on avait le choix, on serait beaucoup plus libre, indépendant, singulier. On aurait tous notre singularité, on serait tous différents. C'est pas vrai. On voit que le mimétisme est un biais. Est-ce que c'est un biais? Est-ce que c'est un réflexe? J'en sais rien. Mais en tout cas, alors qu'on peut être exactement ce qu'on veut, et qu'à regarder sur Instagram, tout le monde veut se ressembler. Tout le monde parle de la même façon. Il y a un courant qui arrive, tout le monde va prendre position. Et alors, si on n'a pas pris position, mais pourquoi tu n'as pas pris position? Pourquoi tu n'as pas fait comme les autres? Voilà, donc il y a quand même... Il n'y a pas que la contrainte qui rend tout le monde pareil. Il y a aussi ce mimétisme et un dogmatisme qui vient un petit peu limiter cette liberté de penser. Et je reviens sur le dogmatisme. Pour moi, on revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est-à-dire que on est dogmatique parce que c'est pratique. Ça te donne une vision du monde qui est simple et qui peut s'affranchir de l'examen de la réalité. Quand tu n'es pas dogmatique, tu es pragmatique. Le pragmatisme, c'est partir des faits et prendre une décision uniquement à partir de ces faits pour arriver à tes fins. C'est hyper efficace. Par contre, si tu ne fais pas ça avec une certaine éthique, donc avec quelque chose qui peut être plus dogmatique, parce que l'éthique, c'est je me refuse à faire ceci, à faire cela. Le pur pragmatique, il veut te dire, moi, si ça me permet d'arriver à mes fins, qu'importe le moyen. Bon, ça, tu vas être soumis au jugement des autres, qui vont dire, ce type-là a zéro éthique, donc il n'est pas fiable. Il est efficace, mais il n'est pas fiable. Le dogmatique, il va rester dans son dogme, il va prêcher la cohérence, même s'il y a un mur en face de lui et qu'il ne passe pas. Il va dire, il n'y a pas de mur. Si, il y a un mur. Ah non, tu vois bien que tu n'arrives pas à le passer. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un complot. Donc en fait, toutes les théories du complot, c'est j'ai quelque chose en tête qui n'est pas la réalité,
au lieu de me dire c'est parce que je me trompe, j'ai pas le bon dogme dans la tête, donc je vais le remettre en cause, ce qui est douloureux, eh ben, j'estime que c'est la réalité qui se trompe. Elle est elle-même manipulée. Donc tu vois que euh, tout ça est complexe. Le dogmatisme, encore une fois, c'est un confort. Donc il y a des moments où on est très content de se réfugier là-dedans. Mais c'est également un handicap, parce que peut-être que c'est confortable, mais c'est faux. Et donc la vérité finit par se venger. Et justement, tout à l'heure, tu as parlé du pessimisme un peu des Français. On est dans une époque où il y a beaucoup d'infos négatives, on est tous un petit peu soumis à des choses comme l'éco-anxiété ou voilà, une forme de résignation qu'on entend parfois. Comment on fait pour rester enthousiaste et dans l'action alors qu'on entend partout que le monde est en train de sombrer? Alors, d'abord, on a toujours entendu que le monde était en train de sombrer. Moi, je suis né à une époque où on pensait tous les lundis matins qu'on allait se prendre une bombe nucléaire sur la tête. Donc l'holocauste nucléaire a été une peur extrêmement puissante. Ensuite, on a parlé du trou dans la couche d'ozone qui allait brûler à peu près tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le sida. Donc le sida allait ravager tous les pays, notamment l'Afrique, une partie de l'Asie, machin. Bon, voilà. Donc on a toujours cette tendance à se focaliser sur une grande peur. Et parfois, la plupart du temps, on en réchappe, hein, parce qu'on a surestimé ces grandes peurs. C'est pas parce qu'on a surestimé 40 grandes peurs que la 41e ne va pas nous emporter. Hein. Il y a des gens qui sont morts de la tuberculose, il y a des gens qui sont morts à la guerre, il y a des gens, c'était des grandes peurs et ils avaient bien raison d'avoir peur. Donc, notre époque n'est pas différente de celle des précédentes en cela. On a des infos négatives, on les a d'autant plus qu'on est français. Hein. En France, on aime bien se focaliser sur ce qui ne va pas. On crie au scandale, alors que l'événement n'est pas encore arrivé. Moi, je me rappellerai toute ma vie d'un sélectionneur de l'équipe de France qui s'appelle d'ailleurs Aimé Jacquet. Donc, qui était le sélectionneur de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 98. Mais tout le monde lui tombait dessus. Mais il est nul, mais ça marchera jamais, mais l'équipe de France n'est pas prête. Boum, l'équipe de France gagne, il est champion du monde, tout le monde dit « Oh là là, héros, incroyable !» et tout. Bah oui, mais... Donc on est toujours comme ça va pas, on est nul, machin, truc et tout. Ou alors, on a l'autre frange où on est tellement sûr de nous qu'on prend tout le monde de haut, avec une sorte de morgue ou de snobisme qui est étonnant. Donc voilà, donc moi je m'inquiète pas plus que ça sur le fait que ça va jamais, qu'on critique, etc. Ce que je trouve dommage, mais là aussi c'est peut-être un peu toutes les époques, je sais pas, mais en tout cas j'y suis plus sensible parce que nous vivons dans cette époque, je trouve qu'on manque énormément de recul. Et que les générations actuelles, pas que les plus jeunes, ont un regard sur cette époque qui est aujourd'hui, je ne parle pas de l'avenir, peut-être que dans 5 ans tout va partir en cacahuète et que toutes les prévisions malheureuses qu'on nous fait depuis maintenant 20 ans vont se déclencher et que ça va être la catastrophe. Mais si j'enlève la peur de l'avenir, la réalité du présent, elle est incroyable. C'est-à-dire que personne, il y a 200 ans, et a fortiori dans les 3000 dernières années, n'aurait pu imaginer que l'humanité allait vivre, en tout cas qu'en France, on allait vivre aussi confortablement, aussi bien, aussi longtemps en forme. Alors on dit oui, mais les gens ne sont pas en forme parce que y a des problèmes. Bon, évidemment, on va chercher des considérations en matière de santé qui ne rentraient même pas dans le curseur il y a 100 ans. Il y a 100 ans, quand tu n'avais pas le moral, on disait que tu étais vaguement dépressif, et encore, je ne sais même pas si la dépression était complètement diagnostiquée. Hein,
Donc, si on te disait t'es en forme, t'as pas de problème tangible, matériel tangible, va pas te plaindre. C'est une honte. Tu vois. Aujourd'hui, on s'écoute beaucoup. On a beaucoup travaillé aussi sur la psychologie, sur les maladies mentales. Donc, on met des mots plus facilement sur des réalités qui, jusqu'à présent, n'étaient pas considérées. Parce que quand la mort est partout, le fait de ne pas aller bien mais de vivre, c'est déjà considéré comme une chance. Donc en fait, on me disait, écoute, tu as un problème, c'est dans la tête. Arrête. C'est dans la tête, moi j'ai entendu toute ma jeunesse. Aujourd'hui, tu ne dis plus ça. Tu ne dis pas c'est dans la tête. Ah bah oui, mais un mal-être, il faut regarder, il faut faire attention. Parce qu'on accorde au bobo de l'âme autant de... j'allais dire, pas que de l'âme, hein, mentaux, autant d'importance qu'à des problèmes physiques. Bah d'abord parce qu'on arrive mieux aussi à régler les problèmes physiques, donc quelque part ils sont peut-être moins graves qu'avant. Aujourd'hui c'est parfois plus difficile de sortir d'une détresse morale et mentale que d'un problème physique. En tout cas, je pense qu'il y a un rééquilibrage là-dessus. Et parce que, encore une fois, avant, c'était la mort. Et donc, face à la mort, tu te dis, bah, tout va mieux, finalement. Donc, je pense que, on fait beaucoup plus attention au mal-être de gens en bonne santé. Donc, c'est un sujet, aujourd'hui, ça ne l'était pas il y a 200 ans. Donc, pourquoi on en parle ? Parce que c'est un sujet qui, avant, ce n'était pas le cas. Ensuite, comment on fait pour aller mieux ? Moi, je prêche la prise de recul. Rendez-vous compte de comment vivaient les gens avant. J'ai lu un bouquin récemment, là, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas lu des trucs sur Louis XIV. Louis XIV, c'est pas... On n'est pas Clovis, hein, tu vois. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, sous le règne de Louis XIV, qui est le règne le plus long de l'histoire de France, mais je crois de l'histoire d'Europe. Ça a été le monarque qui a le plus régné. 72 ans, je crois, un truc comme ça. Une année sur deux, c'était la guerre en France. Une année sur deux. Donc toi, tu serais né à cette époque. Alors après, il n'y avait pas la conscription, etc. Mais tu aurais pu vivre le pillage, la maladie. Et puis alors le reste du temps, il fallait payer les dettes, il y avait des famines, il y avait des machins. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était la réalité. C'était la réalité tout au long de l'histoire. Sauf quelques époques qui n'ont pas duré longtemps. Voilà. Donc, bon, quand tu te rends compte de ça, tu peux te dire, on a des problèmes, mais il y en avait aussi avant. Et on arrivait à se dire, bah, comment est-ce que ceux d'avant, ils affrontaient leurs problèmes ? Et ça te permet de sortir de ta tête et de ton champ visuel, ton nombril. C'est le grand problème qu'on peut avoir, c'est que plus tu te regardes, plus tu te machins, il faut se comparer. Les gens ont tendance à dire, ouais, il faut trouver le bonheur en soi. Non, aller le chercher dans l'interaction avec les autres. C'est super, et on se trouve des occupations, des causes, de plein de choses. On peut aussi, quand on va pas bien, s'occuper d'autre chose, de quelqu'un d'autre. Moi, je connais dans mon proche entourage des gens qui ont une tendance à la dépression. Dès qu'ils ont quelqu'un qui va pas bien à côté et ils s'en occupent, ça va mieux. Parce qu'ils ont du sens. Ils trouvent un sens à leur existence. Et ils vont, en s'occupant des autres, en s'inquiétant pour les autres, moins s'inquiéter sur eux-mêmes. C'est comme ça. Alors, attention, là je te donne les remèdes de grand-mère. Il y a des pathologies extrêmement lourdes, il y a des gens qui sont en grande souffrance. Loin de moi l'idée de dire il y a qu'à faucon, tout ça c'est dans la tête, faites du sport et ça ira mieux. Hein, c'est pas ça. Mais on va dire pour quelqu'un qui a la chance de ne pas être marqué par ces grandes afflictions, bah oui, si on ne se laisse pas aller à trop se regarder, on peut trouver des méthodes et on peut trouver des sources de bonheur, en tout cas quelque chose qui nous aide à aller mieux.
Voilà. Donc j'aurais tendance à dire, voilà, prenons du recul, rendons-nous compte de la chance qu'on a, et puis après, essayons de traiter nos maux en s'intéressant à autre chose que nous aussi, quoi. Et puis après, quand on n'arrive pas à faire ça, il faut se faire aider, bon, et puis parfois on n'y arrive pas. Donc il y a des gens qui n'arriveront pas à aller mieux. Et c'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, et c'est pas parce qu'ils font aucun effort. C'est comme ça. Mais on va dire que si tu compares une génération et une population globale par rapport à une autre, et une époque par rapport à une autre, je vois pas pourquoi aujourd'hui on irait plus mal qu'avant. Donc je pense que c'est parce qu'on a un mauvais réflexe. Ok. Et du coup, tu as écrit plusieurs livres et tu as pas mal étudié l'arrivée du numérique. Est-ce qu'on peut dire qu'Internet est une révolution comparable à l'invention de l'écriture ou de l'imprimerie et pourquoi? Alors oui, c'est une révolution, incontestablement. Une révolution qui a quelque chose de comparable avec l'imprimerie et l'écriture, avec une puissance, enfin en tout cas une vélocité bien plus forte, c'est-à-dire que ça s'est répandu plus vite, notamment parce que l'humanité est plus connectée, parce que aussi on sait lire, alors que l'imprimerie a mis des années, enfin voire des siècles en fait à trouver son public, parce que les gens ne savaient pas lire, la plupart des gens. Donc tu peux diffuser vachement de papier à des gens qui ne savent pas ce qu'il y a marqué dessus, c'est assez limité quand même comme portée. Mais ça avait quand même, par rapport à ce qu'il y avait avant, évidemment révolutionné tout un tas de trucs. Donc c'est comparable à ça, et c'est comparable aussi à la révolution industrielle, la première. Parce que derrière Internet, en fait, il y a une dimension économique, il n'y a pas qu'une dimension culturelle et informationnelle. C'est pas que une façon de diffuser des idées, c'est aussi une façon de faire des affaires différentes, d'inventer des choses plus vite, de travailler différemment, de façon plus efficace. Donc c'est quelque chose qui va permettre à l'humanité, enfin qui a permis déjà à l'humanité de faire des progrès absolument considérables. Voilà. Et c'est que le début, c'est une vraie révolution, parce qu'au début, tu avais le web. Ensuite, tu as eu les réseaux sociaux qui sont arrivés, tout ça sur le mobile. Maintenant, tu as des contenus un peu partout. Tu commences à avoir des monnaies, de la crypto, et puis l'intelligence artificielle vient se greffer là-dessus, et on se dit, mais ça va s'arrêter où, quoi? Donc, s'il y a une accélération des progrès de la robotique, ça va nous donner des trucs, et de la biologie et de la médecine, ça va nous donner des trucs complètement fous. Complètement fous. Donc oui, il y a un avant et un après, hein. Très clairement, c'est une révolution. On va arriver aux 3-4 dernières questions de ce podcast. Est-ce que tu as un livre ou une ressource qui t'a particulièrement marqué au cours de ta vie, que tu aimerais nous partager? Un livre ou une ressource Bon, alors moi, si, la tarte à la crème, ce que je dis à chaque fois, regardez les premières saisons de Game of Thrones. C'est quelque chose. Moi qui adore lire des biographies historiques, des livres historiques sur telle ou telle période, etc., c'est souvent pas très bien écrit, c'est des trucs d'historiens assez documentés, un peu difficiles à digérer. Là, en fait, c'est un condensé de réalités qui ont existé, où on voit les personnages évoluer et qu'est-ce qui les motive. Et on voit bien l'exercice du pouvoir, on voit bien que tout est compliqué, on voit bien qu'il y a des façons de décider qui s'entrechoquent, on voit bien que quelqu'un qu'on trouve super bien, eh ben, il n'est pas que super bien, il a aussi son âme sombre, il a aussi ses mauvais côtés, il y a des choses qui nous choquent, et en fait c'est ça la vie. La vie, c'est pas les gens qu'on va idéaliser, c'est pas les dogmes qui vont s'exécuter. La vie, c'est chaotique, et parfois on n'est pas toujours fier de soi. On fait notre mieux. Parfois on s'égare.
Et à la fin, c'est pas toujours les gentils qui gagnent, et c'est pas toujours les méchants non plus. Donc là, je pense que c'est une fresque qui va très très loin, qui part très bas, c'est-à-dire qu'on voit les jeux de pouvoir, entre guillemets, et de survie parfois de petites gens, hein, de petits personnages qui n'ont pas un grand impact sur le... qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais qui jouent leur rôle et qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Et inversement, on voit les jeux de pouvoir à très haut niveau. Et on voit aussi les superstitions. Ça, c'est très important. Moi, je parle avec des gens qui disent « Ouais, c'est n'importe quoi, ce truc, il y a des dragons. » Mais enfin, il y a bien des gens qui ont cru à la résurrection. Il y en a d'autres qui ont cru au communisme, à l'humanisme, en se disant « Ça y est, l'homme est bon. » C'est une croyance aussi. Enfin, il n'y a pas que des choses très tangibles et rationnelles. L'humanité, enfin les humains ont toujours cru dans, même aujourd'hui, à l'époque des satellites, des machins et des trucs, il y a des gens qui vont dans la forêt prier les esprits, qui pensent que certains animaux sont des incarnations. Bon, bah voilà, donc ça, on voit aussi le côté surnaturel qui accompagne systématiquement le côté très pragmatique des êtres humains. Et puis les traditions, les conventions, les manipulations, les jeux divers et variés. Et je pense que c'est une très belle fresque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre toujours dans les séries il y a des choses comme House of Cards, comme... qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi comme livre non, moi j'écoute beaucoup de podcasts. Donc là, je suis en train de finir une série sur les rois de France. Des livres audio non, là c'est des podcasts, podcasts. Qui sont pas mal faits. Sagesse moderne par exemple. Excellent, bien sûr. Non, après moi je regarde beaucoup de documentaires. J'aime beaucoup ce qu'il y a sur Arte. J'aime beaucoup écouter des très longs podcasts, comme ce qui se passe sur Thinkerview. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que pour le coup, il y a des avis qui divergent par rapport aux miens, mais je peux les écouter pendant 2 heures. Ce qui fait que même si a priori ça ne me va pas, pendant 2 heures, je peux comprendre ce qui produit le fait qu'on ne soit pas d'accord, et en fait parfois ça m'enrichit vachement. Et j'arrive à me nourrir comme ça d'opinions qui sont opposées aux miennes parfois, alors parfois qui confirment aussi mon point de vue, mais c'est toujours très posé, très fouillé, donc j'aime beaucoup ça. Et quel conseil tu donnerais au Laurent de 20 ans ? Je lui dirais que faut avoir confiance en soi, et que aujourd'hui, à la différence de quand j'avais 20 ans, si on se prend les pieds dans le tapis et qu'on tombe, c'est beaucoup plus accepté de se relever et de recommencer. Donc on est à une période où il ne faut pas hésiter à être audacieux. C'est fini l'époque où tu te plantais une fois, c'était fini. Voilà, ça existait. Un entrepreneur qui faisait faillite, il ne pouvait pas recréer de boîte avant 15 ans. Aujourd'hui, on peut faire des choses, quoi. Donc, on a tous des moyens de communication qui sont des moyens professionnels. Tu vois, tu fais ton podcast, t'as pas dû trimer pendant 25 ans pour t'acheter du matériel. Tu vois. Donc, alors après, il faut qu'il soit bon. Mais si tu as du talent, tu peux très vite confronter ce talent au public. Et il faut le faire le plus vite possible et test and learn. Il faut apprendre. On apprend beaucoup en se confrontant. Et voilà. Et moi, je lui dirais, élargis ta zone de confort à chaque fois. Et pour ça, il faut en sortir. C'est-à-dire que une expérience désagréable, mais on n'aime pas le faire, on sait que c'est utile, mais bon, on peut se réfugier en disant bah non, moi je veux pas, machin truc, ok, mais tu le fais une fois, tu le fais 2 fois. Moi, je détestais parler en public. Aujourd'hui, je suis très à l'aise parce qu'un jour, je me suis dit c'est pas possible. Je me suis tapé la honte.
je bredouille quand on me pose une question, c'est insupportable. Donc je me suis dit, ok, je vais bosser ça. Et en fait, ben voilà, ça fonctionne. Alors après, tout le monde n'a pas les mêmes dons, les mêmes qualités, mais voilà, on a des qualités en nous qu'il faut savoir exercer. Et même quand on n'aime pas trop les faire, ça peut devenir des points forts et des choses qu'on aime bien faire plus tard. Donc je dirais, voilà, de l'audace, de la méthode, essayer de se confronter au public, aux autres et apprendre, se remettre en cause tout le temps. Super intéressant. Est-ce que tu as des idées de... Enfin, qui tu aimerais voir dans le podcast des philosophes, des gens qui sont intéressés un petit peu à cette question du sens Est-ce que tu as des idées? Oui, bah, moi j'ai fait quelques conférences, enfin uniquement deux d'ailleurs, mais j'avais bien aimé avec Julia de Funès, qui a une vision un petit peu cash de cette question-là, mais c'est assez intéressant, et puis surtout c'est très bien argumenté, très bien proposé. Okay. J'aime bien ce que dit Charles Pépin, j'aime bien... comment s'appelle-t-il? Étienne Klein. Ok. Pour finir, dernière question, est-ce que tu aurais une citation, un mantra ou un dernier message que tu aimerais faire passer au monde? Il faut être tenace dans la vie. Il faut laisser sa chance aux idées qu'on a, mais il faut les tester. Et pour les tester, il faut pas abandonner à la première difficulté. Ça ne sert à rien de s'entêter, mais tous les chemins ne sont pas faciles, et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les emprunter. Voilà. Super. Merci Laurent, c'était passionnant. Merci à toi. À très vite. Merci d'avoir écouté Sagesse Moderne. Si vous avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que l'épisode vous a plu. Alors je vous invite à liker et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et à me faire vos retours sur l'épisode. Ça m'aide beaucoup pour me faire connaître. Encore merci à vous et à très bientôt sur Sagesse Moderne.